Bref, on y va sur Villepin là, parce qu'il y a des choses à mater. Et en plus, alors déjà, j'ai vu là, il y a le photocall là, tu sais, et il y a Mélenchon là. J'ai un peu envie de voir ce qu'a dit Borne, parce que tu sais, il y a une première partie sur Borne, on va pas la regarder, mais je veux voir ce qu'a dit sur Mélenchon. Vas-y, trop bien. Le Rassemblement national, et jamais, ils n'ont pris de la distance par rapport aux fondateurs du Front National. Voilà. Vous avez vu la rhétorique des macronistes? Le RN, c'est pas qu'ils sont racistes, c'est qu'ils n'ont pas pris assez leur distance. Ça voudrait dire que demain, ils diraient « Ah, mais nous, on n'est plus Marine Le Pen, on n'est plus Jean-Marie Le Pen, c'était un raciste. » Ils vont leur faire confiance. Ça y est, le parti est légitime. Ils attendent c'est leur dernier argument. Ils sont pareils. Tu sais, ça me rappelle les trucs avec la gauche de « Ah, vous avez pas pris votre distance avec le stalinisme ou mon cul. Ah, allez vous faire foutre. » Jean-Luc Mélenchon. Hashtag malaise. On ne le reconnaît plus. Ça a été un ministre du gouvernement de Lionel Jospin. Et voilà, est-ce qu'il peut arrêter de diviser le pays comme il le fait aujourd'hui? Et vous avez dit à un moment que le RN... Vous avez vu la diff? Le RN, faut juste se distancer, mais il divise pas le pays, c'est la France. J'ai mal, en plus, je suis pas bougé de cette chaise, du coup. Ça me torture, ces propos augmentent ma douleur. Je les mets pas les deux sur le même plan, mais je trouve que, vous voyez, passer son temps à fragiliser les institutions et donc la démocratie... soutenir l'islamisme, le communautarisme... Oh là là, non mais t'as vu gros? T'as vu gros? Elle savait plus quoi dire, elle a dit bon, vas-y j'y vais, ça soutient l'islamisme, c'est bon. Ah oui, oui, donc la fille qui fragilise... islam, c'est bon, allez. Je deviens d'extrême droite. C'est vraiment l'élément de langage. J'ai mal, les gens, ça me fait souffrir physiquement ce qui se passe. Vous avez eu besoin des voix du NFP pour être élu. Merci. Vous aviez fait leur front républicain merci, avec Salamé. les Insoumis. Hein. Moi, je ne souhaite pas négocier avec eux. Non, je ne l'ai pas fait, en fait. Quand je négociais des textes, à une exception près, qui a été la proposition de loi constitutionnelle de constitutionnalisation de l'interruption volontaire de grossesse. Ce qui est horrible, c'est que du coup le NFP fait qu'ils servent du NFP pour dire que quand ils négocient des trucs avec le NFP, c'est pas avec la fille. Vraiment, on s'est baisé sur tous les plans. Genre, c'est horrible. Je te jure, je deviens fou là. En fait, c'est en plus... Oui. J'en ai marre, moi. On regarde un peu le clash avec sur Gaza, avec Villepin. Vas-y, ça part. Vous avez publié cette semaine, jeudi, dans Libération, une tribune intitulée « Open Gaza Now ». Pourquoi cette tribune maintenant, Dominique de Villepin, alors que la guerre dure depuis plus d'1 an maintenant, après le 7 octobre? Et à un moment où les objectifs que s'était fixés le gouvernement Netanyahou, autant qu'on puisse les connaître, étaient remplis, à une exception, c'est la libération des otages. Mais l'éradication du Hamas, Mohamed Daif mort, ils ont tous été liquidés. Dans ce contexte, quelles sont les raisons qui font que les bombardements se poursuivent à Gaza? À un moment, une démocratie doit rendre des comptes devant la société internationale. Faut appeler Villepin pour qu'il écoute son censure. Mais oui, c'est ça qui est intéressant, les gens, avec son discours, c'est que il est en mode bon. Mettons que Netanyahou ait été sincère sur le fait qu'il fallait juste limiter les dégâts du Hamas. Mais là, il continue, on se demande bien pourquoi, alors qu'ils sont affaiblis, et etc. Il les a par leurs propres arguments. Il faut un mec de droite qui est en mode oui, ok, machin, qui fait une intro de 20 minutes pour dire en vrai, on le voit que c'est pour coloniser là, c'est plus de la défense là, machin. Il faut 1 an après. Je sens qu'ils vont s'énerver quand même. Prendre des pincettes. Bah non, mais oui, t'as raison. Oui. Non, mais oui. La Cour a estimé, Dominique de Villepin, qu'il y a des motifs raisonnables de croire que Benjamin Netanyahou porte une responsabilité pénale pour crime de guerre, crime contre l'humanité et perpétration d'attaques intentionnelles dirigées contre la population civile. Ils ne retiennent pas le génocide, je précise, mais crime de guerre, crime contre l'humanité. Ce n'est pas leur rôle que de retenir. C'est la Cour internationale de justice qui doit instruire cette question du génocide. Mais en fait, ce que je trouve deep, c'est que... la liste de crimes qu'il a fait, de crimes de guerre, de famine programmée, d'assassinats sur la population civile, ça vous suffit pas pour dire qu'il y a un problème. Genre c'est ça qui est incroyable, quoi. Ok, imaginons qu'ils n'ont pas statué sur le fait qu'il y avait un génocide en cours, etc. Mais le reste, c'est déjà des bonnes raisons pour passer son temps à dénoncer la situation et à appeler à ce que Gaza soit libéré, quoi. Genre, vous avez vraiment... Et ce qui est incroyable, c'est que le jour
où cette même cour pénale, mon cul, va statuer sur le génocide, vous direz que en vrai, peut-être qu'ils ont cédé à l'extrême gauche, mon cul. Ah, vous êtes des menteurs. C'est horrible. Il n'y a pas génocide en mode chat perché. Oui, exactement. Ah, ça m'énerve. Quand vous avez quelqu'un comme Amos Goldberg, qui est une immense personnalité, professeur à l'Université de Jérusalem, le grand spécialiste mondial de la Shoah, qui dit « Je ne voulais pas le croire, mais il y a un génocide. Je ne suis pas, moi, en mesure de trancher ce qui existe ou ce qui n'existe pas. » Il va pas citer Rima Hassan, tu vois, ici. Oui, il y avait ce gars qui voulait pas y croire. Mais parce que ça doit bien marcher en plus sur les bourges, en mode peut-être que vous avez tort depuis le début. Tu sais, comme eux, ils s'enfoncent dans leur anti-mélanchonisme, comme ils s'enfoncent dans leur Rima Hassan, nanana. Et tu sais, je pense qu'il y a un truc un peu qui doit commencer à titiller. Donc là, d'avoir des. Bah, en fait, c'est vraiment un génocide. Il faut peut-être s'en rendre compte. Ils se disent, ah merde, est-ce qu'on est en train de soutenir un truc grave? Alors, moi, je suis d'accord. Moi, il y a plusieurs trucs. Déjà, ça m'énerve que faille attendre que ça soit un mec de droite pour accepter de le dire. Ça me saoule. Bon, bref, mais ça, c'est la télé. Et surtout, la vérité, regarde comment il a été traité dans les médias. Regarde BHL, où genre, ça y est. Attends, je pense qu'on n'est pas prêt là. Pour les plus radicaux, il est antisémite. Oui, c'est vrai. Je pense qu'on n'est pas prêt. Laisse le poulet arriver. En fait, ça m'énerve d'avance, mais oui, vas-y. Joe Biden a d'ores et déjà dit que ces mandats d'arrêt émis par la Cour pénale internationale étaient scandaleux. Benjamin Netanyahou, le gouvernement israélien, juge cette décision antisémite. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Nous n'avons pas droit à l'indifférence. En dépit du silence assourdissant, en dépit de l'invisibilité de ce qui se passe à Gaza, qui est quelque chose d'intolérable. Et que vous expliquez comment? Et que j'explique parce que, d'abord, il n'y a pas d'image. Ne l'oublions pas, les journalistes sont ciblés et assassinés. Il n'y a pas d'image. Aujourd'hui, ceux qui nous envoient des images de Gaza sont souvent des enfants qui ont 13, 14 ans. Moi, c'est les Tim Cook pour l'instant. Je laisse Cook. Cook. J'ai hâte de voir la réaction. Mais pour l'instant, il est basé, il est bon. Il y a plein d'images. Non, mais en fait, les gens, vous ne voyez pas la stratégie. Oui, ils comprennent. Mais gros, ils n'ont jamais convaincu quelqu'un qui n'était pas déjà convaincu, notre chat. Ils comprennent pas ce que c'est. Après, moi, je redeviens la team du chat quand je sais que même lui, il les convainc pas. Mais oui, je le laisse Cook, pardon. La particularité de Gaza, c'est qu'ils sont assiégés. Donc, nous devons, à un moment donné, forcer les portes, ouvrir les portes. C'est un devoir absolu. Là, ce qu'il a dit, moi, je vois un sous-entendu un peu vénère de dire nous devons forcer les portes, nous devons ouvrir les portes. Il y a presque un truc en mode quand est-ce qu'on envoie des gens qui obligent Israël à faire ça, tu vois? Moi, je trouve que la question se pose depuis tellement longtemps de dire mais ok les journalistes, ok l'ONU, etc. Mais même casque bleu, je sais pas, tu vois, genre quand est-ce qu'il y a des gens avec de quoi se défendre qui vont aller voir ce qui se passe dans le bordel, en fait. Et on sait parfaitement ce qu'il faut faire pour arriver à obtenir la libération des otages. Une des enquêtes qui est menée en Israël contre Benjamin Netanyahou, c'est justement de l'accuser d'empêcher la libération des otages et d'avoir trafiqué un certain nombre de documents et de preuves qui auraient permis d'obtenir cette libération, et notamment... Surtout comme il arrive avec son RP de droite, il le laisse parler. Oui, du coup, il dit, et regardez Borne depuis tout à l'heure. Oh, je vais lever mes sourcils là, parce que quand même... Hein, et tout le monde, regarde, elle est en mode, est-ce que j'ai agi? En fait, tout le monde est en mode... Ah ouais. Ils n'ont jamais entendu ça de leur vie, en fait. Les gens, là, tu mets quelqu'un de gauche qui dit 15% de ce qu'il dit, les gens, t'as un plateau entier qui hurle. Hein. On ne peut pas aujourd'hui se défausser de sa responsabilité quand on est Premier ministre d'une démocratie comme Israël. Quand on utilise des bombes de 500 kilos, de 1000 kilos sur des habitations, sur des campements, on imagine que ce sont des corps en morceaux qu'on va retrouver, dans lesquels il y aura peut-être un demi-terroriste, mais il y aura beaucoup d'enfants et beaucoup de femmes. Ça, t'as vu sa réaction? Oh là là, le fait qu'il ait dit demi-terroriste. Il est bon. Franchement, il est bon. Franchement, ça a beau être un droitard qui a dit trop de dingueries sur le sujet, il est bon quand même. Elisabeth Borne, on vous voit réagir. Très franchement, j'ai été un peu surprise par elle lui a mis sur la main. Parce que je pense qu'on a tous été extrêmement choqués par l'attaque terroriste. Oh là là! Oui, on sait, c'est oui! Mais oui, mais putain, mais tout le monde le dit, on n'en peut plus, ça y est! Après, ça reste vrai, mais oui! Donc je pense que c'est important de donner acte du fait qu'il y a un État démocratique, comme vous dites, qui a été attaqué et qui a vécu une attaque barbare, qu'il y a des otages qui sont toujours retenus et qu'il y a par ailleurs un drame humanitaire effroyable dans la bande de Gaza. Et c'est bien pour ça que la position qui est portée, c'est de demander un cessez-le-feu, mais de là à dire, vous voyez, qu'il n'y a plus de problème, que le Hamas n'est plus une menace. Et c'est pas moi qui le dis. Ce sont les autorités. Allez, il l'a
Elle parlait en fois 0,5, frère. Elle parlait le plus lentement possible pour éviter de dire une connerie. Et là, elle est tombée sur la mine tactique. Aïe, de Villepin. Oh là 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 là. Oh, regarde la grenade paralysante, frère, les flashs. Moi, ce que j'adore, attends, moi, ce que je trouve incroyable, c'est que le mot drame humanitaire, on a l'impression qu'il y a eu un tsunami. Oui. Tu sais, on a l'impression qu'il y a eu des inondations. On a l'impression qu'il y a un Covid. Non, c'est pas un drame humanitaire, c'est des bombardements en permanence. Qu'elle veuille pas dire génocide, on a compris que jamais ils le diront, jamais ils accepteront ce terme. Mais il y a une population civile qui se fait exterminer. Ah oui, ça s'appelle un génocide du coup. Après, mauvaise take, Raz, parce que le Covid est une invention, une arme bactériologique en réalité. Non, c'est pas vrai. Je rigole. La plupart des chefs aujourd'hui militaires et du renseignement ne sont pas sur la ligne de Benjamin Netanyahou. Et une partie des dirigeants de l'opposition ne sont pas sur cette ligne-là. Ouais. Je pense, donc, ne laissons pas croire qu'il n'y a pas une action résolue de la France, y compris sur ces enjeux humanitaires. Un mois après l'attaque du 7 octobre, la France est la première à avoir demandé une conférence internationale sur l'aide humanitaire. Un mois, bon alors, c'est bien alors, ça va. Parce qu'elle aurait dit, il y a un mois après, on a envoyé de force et on est rentré dans le rapport de force pour aider les gens à Gaza. J'aurais dit, vous avez attendu un mois. Mais là, au bout de un mois, on a demandé de se réunir pour discuter du fait que peut-être il faudrait trouver un moyen à un moment donné quand vous voudrez bien aider les gens. Mais gros, c'est indécent. Bref. On ne peut pas se contenter de bonnes paroles et on ne peut pas se contenter de formules toutes faites. 500 camions humanitaires avant le 7 octobre et progressivement une grande diminution et en moyenne 150 camions dans la période des derniers mois et qui a été restreinte jusqu'à parfois 35 camions, c'est-à-dire ce qui ne permet pas de survivre dans la bande de Gaza. Et toutes les organisations humanitaires n'ont jamais vu une situation pareille. Donc, moi, je ne veux pas... Pillé par le Hamas ou pas parfois ? Mais bien sûr, mais c'est important. En fait, j'adore parce que il se fait pas baiser quoi. Et en fait, plus le temps passe, eux ils sont dans la même rhétorique de leur élément de langage, c'est dire il y a eu le 7 octobre, donc le Hamas aussi fait de l'AD et puis voilà quoi. Le Hamas c'est des méchants, il y a eu le 7 octobre, donc tout pour relativiser. On peut rien faire de plus. De toute façon, la démocratie, la seule démocratie du Moyen-Orient, a le droit. Il n'y a les oui, bon, bref, vas-y. Oui, non, mais on a compris. Mais ce qui est malin, c'est qu'il est en mode bien sûr, mais c'est pas ça qui est important. Et surtout, la take qu'il a de dire, quand il dit, mais Netanyahou, ça l'arrange qu'il y ait des otages maintenant. Parce que là, la vérité, les gens, c'est que même la société israélienne, qui est globalement une société de colons, le jour où il n'y a plus d'otages, mais les gens vont être en mode stop. Genre, et même, et encore plus, la communauté internationale, le jour où il n'y a plus d'otages, mais ils n'ont plus aucun argument. Ça veut dire que c'est la pire chose qui puisse arriver à Netanyahou. Et là, il est vraiment en mode, je sais pas combien il reste d'otages, mais la quelques centaines d'otages qui restent, c'est vraiment son outil pour pouvoir continuer à légitimer la colonisation et légitimer le fait de tuer le plus de gens possible à Gaza, quoi. Ça ne justifie pas de porter atteinte à la sécurité d'Israël, c'est quand même la question. Ah oui, même lui il se rend compte que c'est une connerie ce qu'il dit. Je suis diplomate, j'ai été le représentant de la diplomatie française comme ministre des Affaires étrangères, et il faut aller chercher dans ces situations-là, jour et nuit, sans se contenter de belles paroles. Et là, vous avez l'impression que la France ne fait que des belles paroles, c'est ce que vous dites ? Nous ne sommes pas sans moyens pour agir. Je prends au moins 2 exemples. Premier exemple, le président de la République est d'accord pour reconnaître la création d'un État palestinien. Nous sommes à un moment dans l'histoire du Proche-Orient où les choses peuvent considérablement s'envenimer. Pour faire en sorte que les choses puissent se stabiliser, pour faire en sorte d'éviter le pire, il faut éviter que ce qui se déroule actuellement ne continue d'escalader. Donc je dis à Emmanuel Macron, reconnaissez l'État palestinien avec l'Union européenne, parce que la France, aujourd'hui, doit être fidèle à ses principes. Quels sont nos principes ? En fait, le respect du droit international. Mais le fait qu'on a vu le Tchad caméraman passer derrière en courant pour qu'il aille bien filmer sa grosse tête du seum en 4K. Je prends un plaisir, le caméraman. C'est pas forcément nouveau. Mais le fait que voir Elisabeth Borne en PLS et pas d'accord avec des poncifs vraiment gentillés d'un diplomate, et même ça, c'est insupportable. Rien que le fait de reconnaître le droit d'avoir un État palestinien, c'est trop pour eux, gros. Mais c'est trop bon, frère. Est-ce qu'Israël respecte le droit international ? Non. Est-ce que Benjamin Netanyahou respecte le droit humanitaire international ? Non. Est-ce que la clé du Proche-Orient
Et nous verrons qu'il y a un parallèle absolument inouï avec ce qui se passe en Ukraine. Les principes internationaux ne se divisent pas. Et donc, sur Gaza, nous devons faire œuvre de justice. Israël doit comprendre que la justice doit s'appliquer et qu'il faut donc offrir aux Palestiniens une perspective, sans quoi ce conflit deviendra de plus en plus un conflit religieux. Et Benjamin Netanyahou, devant les télévisions françaises, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Nous sommes la pointe avancée de la civilisation, nous nous battons pour vous, pour défendre la civilisation. » Et là, on va vers quoi? Là, oui, on va vers un conflit épouvantable entre deux mondes. Et la France doit éviter ça. Nous l'avons évité en 2003, avec l'engagement de Jacques Chirac et de la diplomatie française. Ils y sont allés en Irak. Ils y sont allés, mais vous ne l'avez pas empêché. Non, mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons montré aux pays arabes que nous étions capables de dire non aux Américains. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas conflit entre l'Occident et le Moyen-Orient. Justement, les Américains arrivent. Aujourd'hui, nous ne parlons pas assez fort pour pouvoir éviter cet affrontement entre les blocs. Il est bon, hein. Il est basé. En plus, il peut s'appuyer aussi sur ce qu'il a fait avant. Et puis aussi sur leurs angoisses à eux. C'est le truc de dire que en fait, le Hamas, c'est l'islamisme et qu'en fait, c'est une guerre de l'islam radical contre la démocratie occidentale, etc. Et que c'est que quelques terroristes dont il faut se séparer. Voilà. Mais lui, là où sa take est intéressante, c'est de dire mais vous avez peur de ça, mais vous êtes en train de créer les conditions et de créer les conditions pour que ça le soit de plus en plus et pour de plus en plus créer une situation de radicalisation, notamment religieuse et même des deux côtés, parce que tu vois le discours civilisationnello-religieux, il est aussi présent en Israël, hein. Genre justement, tu vois, dans les conves de gens radicalisés que tu vois en France, où c'est vraiment en mode, t'as vraiment le truc de la religion, cette terre, elle nous est garantie par notre religion et on doit détruire la religion d'en face qui veut notre mort, etc. Et c'est en train ça snowball sur ça, quoi. Alors attention, par contre, qu'est-ce qu'il va dire le de Chavannes, là? J'ai peur. Au secours. Nous devons faire œuvre de justice. Super. Mais vous dites qu'il ne faut pas de belles paroles et tout ça. Vous avez tout à fait raison. Mais nous devons faire œuvre de justice. Je vous donne un exemple concret. Comment? Eh bien, créer un État palestinien, ce qui veut dire traiter... c'est ça. Faites des... Comment? Et là, voilà la réponse qui plaît pas. Ah bah, État palestinien déjà. J'adore. Hein. Deuxièmement, il y a un accord cadre Union européenne-Israël. Dans l'article 2 du traité de l'Union européenne, il est dit que l'Europe doit respecter le droit international et l'ensemble des règlements internationaux. Nous avons aujourd'hui un Premier ministre d'Israël qui a un mandat d'arrêt. Et dans l'accord cadre, il est dit, en liaison avec le traité de l'Union européenne, que nous ne devions pas commettre d'entorse à nos principes fondamentaux du droit international. Eh bien, nous avons aujourd'hui un problème dans la perpétuation de cet accord cadre entre l'Union européenne et Israël. Et il faut qu'Israël, dans la solitude qui est la sienne, plutôt que de s'enfermer, Israël face au monde entier, en attendant que Donald Trump vienne lui donner la main, et c'est ça le calcul, malheureusement, de Benjamin Netanyahou, eh bien, comprennent que les actes sur la scène internationale ont un prix. Juste une question. Et là, il est en mode, en plus, offrez une porte de sortie à l'État israélien en leur donnant l'occasion de condamner les dirigeants qui leur ont fait faire ce qu'ils font, tu vois, qui est le truc, tu sais, genre, c'est la position, bon, en réalité, est-ce que la société israélienne n'est pas un peu d'accord avec ce qu'est en train de faire Netanyahou? Mais tu vois, lui, il est en mode, arrêtez de vous raidir, c'est bon, il faut que vous fassiez sauter les va-t-en-guerre qui vous dirigent, quoi. Ce qui est intéressant, c'est le fait que, déjà, on a Biden et même les démocrates qui ont fait que accompagner Israël dans tout ce qu'ils ont fait. On a vu que la condamnation de Netanyahou a été condamnée par Biden, etc. Mais il est en mode, mais Trump, il va y aller 100 fois plus. Il attend que ça. Netanyahou, il est en mode, c'est bon, j'ai Trump, lui, il va m'accompagner et on va continuer, quoi. Ah, mais gros, le fait que le plus gros problème dans cette situation, ça soit encore les fucking États-Unis, hein, on n'en peut plus de ce pays, hein, c'est vraiment un PB, hein. Oh. Après, Raz, par contre, t'as oublié un truc. Et le Hamas, alors? Est-ce que le Hamas n'aurait pas tout fait pour que tout ça arrive? Le Hamas a tendu un piège. Tout est calculé. À Israël. Et à la communauté internationale. Et il est fort. Hein. C'est autre chose que Sarkozy. C'est autre chose que Sarkozy. Et c'est un piège formidable parce que ça a conduit à l'escalade que nous connaissons. J'adore son côté Cassandre, imperturbable. Gros, il est ultra cassandrisant, Villepin, je suis d'accord avec toi. Oui, genre vraiment. Moi, Cassandre, il va ressembler à ça, vieux. Je le vois vraiment, il va il va être fou comme ça. Tu sais, où genre, il est dans un tunnel inarrêtable, aucun second degré, full autiste, prompt. La guerre contre le terrorisme ne règle pas
les problèmes d'insécurité et ne conduisent pas à la paix. Ce n'est pas par la guerre contre le terrorisme qu'on arrive à la paix. Après le 7 octobre, il fallait réagir. Tu sais que ça, on l'entend presque plus. Hein. Le truc de lutter contre le terrorisme, peut-être c'est pas le meilleur scénario. Tu vois ce qu'on est en train de faire? Oui, de fou. Peut-être que justement, ça peut créer des situations toujours plus dramatiques. Et le 7 octobre, par contre. Oui, bon, on a l'habitude, ça, les gens. Vous avez lu la tribune, Michel Azanavicius, Vite fait, oui. de Dominique de Villepin? Oui, oui. D'abord, j'ai fait OSS 117, moi. Ouais. Donc, ma parole, elle vaut vraiment ce qu'elle vaut. Après, je pense que c'est quand même une défaite d'Israël d'arriver à cette situation. Ce n'est pas l'idée d'Israël qu'on aurait... Oula, il a peur de parler, lui. Pour autant, il y a toujours... Je suis quand même très étonné quand je vous entends dire... On sait ce qu'il faut faire, c'est très simple. Et je me méfie énormément des gens qui ont la solution, ce que vous semblez dire. Et puis par ailleurs, je suis un petit peu aussi gêné par l'utilisation du mot génocide. Pardon, c'est peut-être un détail par rapport à tout. Je n'ai pas parlé de génocide. J'ai dit le risque de génocide. Allez, vas-y, lâche rien. De la Cour internationale de justice. J'entends bien. Moi, c'est là que tu vois que les prompts psychopathes, les chats GPT fous, il n'y a rien de plus efficace. C'est pas ce que j'ai dit. C'est vraiment cassant, frère, en débat. C'est pas ce que j'ai dit. Tu n'es pas précis. Oh là là, oui. J'ai l'impression de parler avec Cassandre, ça me rend trop heureux. Hein. Il y a effectivement un drame inimaginable qui se passe pour le peuple palestinien. Le fait de toujours euphémiser. Pas drame inimaginable. Mais ils sont enfermés dans... Mais gros aussi, genre, vraiment ce terme. Il y a une propagande qui est passée et ils sont enfermés dans des éléments de langage. Dès que tu dis génocide, t'es un antisémite. Dès que tu remets en cause l'action du gouvernement israélien, c'est un peu dangereux, etc. Et en fait, ce que j'adore, c'est quel que soit le degré de radicalité sur le spectre de la parole pro-palestinienne, on va dire, ils ont exactement tout le temps la même réponse. Mais c'est se ridiculiser parce que tout le monde voit que, genre quand même, Villepin, on peut pas faire genre qu'il est en train de dire, tu vois, genre, je sais pas, ça paraît. Après, ça se voit, il voulait pas parler, mais en même temps, il dit de la merde. Il aurait peut-être dû se taire, tiens. J'aurais quand même aimé entendre que le peuple palestinien est entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire qu'il n'a pas qu'un ennemi. Il a effectivement Israël, il a aussi l'Iran. Et le Hamas. Le Hamas étant... mais toi, c'est pas possible, putain, le gars avec sa tête, il sort de l'île Delfino, frère, il me casse les couilles. C'est quoi? Attends, j'ai pas la ref, l'île Delfino, c'est l'île quoi? Delfino, là, c'est dans Mario Super Sunshine, je sais que tout le monde va être d'accord. Non, d'accord, il a un film Delfino avec une t'as convaincu tous les geeks, je le vois que t'as convaincu tous les geeks, là. Il n'est pas innocent, ce mot, aujourd'hui. Il n'est pas innocent, il ne rassemble pas, Mais gros, non mais attends. Tu sais ce que, en fait, je pense que de tout ce qu'il a dit, ils ont pas grand chose à dire. En fait, c'est par exemple quand il a parlé du fait que même 30 camions de ravitaillement humanitaire passent pas, ils veulent pas parler de ça. Du coup, ils s'accrochent. Tu vois, cette petite languette qui est utilisée depuis 1 an de dire génocide, pas génocide, c'est le seul sujet où ils sont en mode non, il ne faut pas dire ça. Et du coup, ça leur permet de ne jamais lui donner raison. Mais Raz, moi, j'aime pas les gens qui ont une seule solution. Tu vois, même quand c'est un ancien Premier ministre qui a été diplomate et ministre des Affaires étrangères, je n'aime pas les gens qui ont une solution. Genre, c'est un peu extrême d'avoir une solution, en fait. Et puis, ce mot génocide, il est comme un petit peu gênant, quoi. Si on va regarder la définition dans le dictionnaire, je sais pas. Et gros, moi, j'en peux plus, c'est qu'en fait, pour moi, j'ai l'impression que tu parles d'Israël et de Palestine, t'as les adultes qui ont envie de discuter sérieusement du sujet, et il y a tous les gosses qui veulent débattre sur le mot terrorisme ou le mot génocide. Voilà. C'est le terrain de l'indécence pour moi. Parce que, genre, on s'en branle, on qualifie. Même s'il faut qualifier plus tard. Même si plus tard, dans 40 ans, on dit bah non, c'était pas du terrorisme, c'était de la résistance. Ou dans 40 ans, on dit bah non, c'était pas un génocide, c'était. Ok, on s'en branle en attendant. Là, il faut agir, on s'en fout. Est-ce que c'est le moment de faire des débats de linguistique? Mais pourquoi le débat de linguistique? Parce que, en fait, ces gens-là, ils veulent pas que Gaza soit libéré, ils veulent pas arrêter la colonisation, ils veulent pas arrêter les massacres. Donc, c'est très important de gagner sur le terrain sémantique sur la question du terrorisme et de gagner le terrain sémantique pour dire que c'est pas un génocide. Parce que il n'aurait plus aucun angle pour pouvoir laisser Gaza se faire détruire et se faire coloniser, en fait. Genre, c'est trop important, ça fait perdre du temps. Il y a ça, et surtout, c'est trop important pour eux. C'est comment tu fais pour légitimer l'assassinat des gens si c'est plus des terroristes et s'ils sont pas en train de se faire génocider? Comment tu fais pour légitimer le fait qu'on laisse crever la situation et qu'on laisse crever des gens? Genre, c'est constitutif de toute leur propagande de guerre. Regarde comment Villepin, il est concentré là.
Ah ouais. Je vais vous dire pourquoi je vous dis ça, en fait. Je vais être très clair. J'ai été à Marseille, j'ai montré le film à Marseille. Et puis, il y a un type qui est venu me voir, il a dit, c'est formidable. Vraiment, quel film magnifique. Moi, quand j'ai vu cette petite fille comme ça, j'ai pensé aux Palestiniens. Et je dis, vous avez tout à fait raison, je comprends tout à fait. C'est même l'idée même de ce film, c'est de le sortir de sa spécificité et pour qu'il soit applicable à tous. Et il me dit, c'est fou quand même. C'est ces mêmes personnes qui sont morts à Auschwitz qui font ça aux Palestiniens aujourd'hui. Et c'est terrible de dire un truc comme ça. Et je pense que l'utilisation un film sur la Shoah, j'imagine, non pas obsessionnelle, mais abusive, crime contre l'humanité, crime de guerre, c'est énorme. C'est lourd. Comme on n'a pas besoin d'aller chercher ce mot génocide parce que malgré tout... Ouais, mais sauf que... Mais du coup, tu pinailles, sauf là. que la différence, c'est que tu dis crime de guerre, c'est énorme. Mais sauf que toi, t'as passé énormément de temps à parler du terme génocide et t'as dit vite fait oui, c'est un peu terrible ce qui se passe. C'est ça la vérité. C'est que, bah oui. genre, de fait, il y a un génocide, voire un risque de génocide, tout ce que vous voulez, peu importe. Mais de toute façon, qu'on dise ça, qu'on dise crime de guerre, qu'on dise ce que tu veux, qu'on invente un nouveau mot pour ça, de toute façon, vous trouverez toujours une raison pour dire ça parce que quand on dira pas génocide et qu'on dira crime de guerre, vous direz ah oui, mais Israël a le droit de se défendre. Et si on dit ouais, mais machin, vous direz oui, mais le 7 octobre, machin, etc. Enfin, en fait, on connaît les étapes. Ce n'est pas le mot le génocide le problème. Le problème, c'est l'existence d'un État palestinien. Le problème, c'est l'existence de Gaza que vous n'avez pas encore colonisé. C'est tout. C'est ça qui est fou. Genre, c'est de la folie. Vraiment, les colons et les pro-israéliens sont terrifiants. Et le terme de génocide, il n'est pas réservé. Tu vois, genre, en plus, presque, on pourrait dire malheureusement. En mode, ça veut dire qu'il y en aura d'autres dans l'histoire de l'humanité, mais il y en a eu d'autres aussi avant. Tu vois, genre, il y a un truc aussi là-dedans que je trouve un peu étrange. Oui, non, mais bien sûr, non, mais c'est ce qui est. Mais là où je suis full d'accord avec toi, c'est que j'ai même pas envie de rentrer dans le débat sémantique. Genre, frère, sur le temps de parole que t'as à la télé, alors que t'es réalisateur de films, tu l'utilises à débattre sur le mot, au lieu de débattre sur le fait que quand même il y a des morts ou sur tous les autres points que Villepin a essayé d'avoir. Quoi. Moi, ce que je trouve deep, c'est qu'un sujet que Villepin n'a pas encore abordé et que personne n'aborde, c'est la colonisation. C'est qu'en fait, même les gens... Oui, même Villepin. Mais après, je pense que Villepin, il est en mode vas-y. Non, mais je dis pas que Villepin en soi le pense pas. Oui. C'est pas pour dire que c'est pas bien, tu vois, parce qu'il y va déjà fort. Il est en débat aussi, tu vois. Mais c'est quand même le concept qui est le plus absent de la discussion. Et c'est pas de la faute de Villepin, parce que Villepin, il parle de la colonisation. Oui, puis déjà, il doit leur répondre sur le Hamas toutes les 3 phrases. C'est pas le problème. Oui, c'est ça. Et c'est ça qui est deep, quoi. Ça veut mais dire d'ailleurs, c'est pour ça que l'interrogation du et le Hamas, elle empêche toute discussion. C'est que les gens qui sont en mode et le Hamas, et le Hamas, et le Hamas, en fait, si tu parles de la colonisation, donc tu justifies le Hamas. Tu sais, il y a un truc qui est devenu automatique là-dedans. Genre, en fait, le Hamas justifie tout ce qu'Israël a fait après, mais si tu parles de ce qui s'est passé avant le 7 octobre, en fait, tu justifies le Hamas. Tu sais, c'est devenu le seul repère temporel possible. Tout ce qu'il y a avant, en fait, il y a un truc terrible, en fait, du coup. Un signe égal entre des gens qui ont été exterminés, un peuple qui a été exterminé de manière programmatique, et des gens qui vivent une autre situation qui est tout aussi émotionnellement forte, mais qui n'est pas la même chose. Et c'est émotionnellement forte. Alors, la question programmatique sur le fait de tuer tout le monde à Gaza... elle se pose, elle est même un peu... Et c'est bien pour ça que des gens comme Villepin disent un risque de génocide, et c'est ce que Cassandre dit, c'est que c'est intéressant, c'est que c'est abordé, quand on parle de génocide, c'est au titre de la prévention, donc d'éviter que ça n'arrive, mais même ça, c'est too much, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, le moment où ils auront programmé d'envoyer des bombes sans arrêt pendant 1 an sur tout un territoire et sur tout un peuple, et le moment où effectivement tout le monde sera mort, la grande majorité sera mort, il aura eu lieu en fait. Et désolé, c'est pas en faisant pas exprès. Il y a pas Israël qui glisse sur le bouton pour envoyer les bombes et qui tu veux dire, ils sont en train, ils programment chaque jour. Et comme tu disais, c'est pas la première guerre, c'est pas le premier massacre, c'est pas il y a une colonisation, bref. Mais en fait, moi, avant même de lui répondre, gros,
c'est émotionnellement tout aussi... Ah, tu vois, Languille, tu sens que c'est pas clair comme position. Moi, ça me dégoûte, frère, de parler comme ça. Que tu puisses penser que c'est pas la même chose. Je pense qu'en vrai, oui, tu vois. Genre, comparer, c'est toujours un peu bizarre, tu sais. Je peux comprendre que tu puisses trouver que le propos de quelqu'un qui compare cette situation à une autre, ça peut être un peu bizarre. Mais sauf que bon, genre, c'est attardé autant là-dessus sur ce mec dans un cinéma qui s'est mal exprimé. Ah ouais. Ah, pour toi, du coup, te mal exprimer et dire oui, c'est vrai que c'est émotionnellement un peu perturbant d'être à Gaza en ce moment. C'est indécent, en fait. Désolé. Je suis d'accord avec vous et c'est important de poser la question des mots. Et en même temps, c'est important de nommer ce qui se passe. Et c'est l'extraordinaire embarras de tous ceux qui sont aujourd'hui confrontés à ce qui se passe à Gaza. Et c'est pour ça que aujourd'hui, on parle d'urbicide, on parle de culturicide, on parle d'ethnicide, pour essayer justement de s'approcher de la vérité. Ce qui est vrai, c'est que la question de la destruction d'un groupe palestinien, pour ce qu'il est, aujourd'hui, une fois de plus, amené à se déplacer d'un endroit à un autre, bombardé alors même qu'on lui indique des zones sûres, ça c'est la réalité quotidienne de Gaza. Il est fort quand même. Hein. Bah Dire, oui, oui, on est là, ethnicide, nanana. Oui, En attendant, urbanistique, ils si se font tu veux. bombarder, frère. C'est On débattra, genre, si tu veux, mais... Ah. C'est de la folie, moi, je hein, ne prétends pas, leur indécence. Hein. Le point de départ d'une diplomatie, comme la diplomatie française, qui a toujours été une diplomatie soucieuse d'initiative, d'équilibre et d'indépendance, c'est de ne jamais baisser les bras. Et voyez-vous, la France... Ah, le gaulliste. Il est bon, il est bon, il est bon. Oui, oui, mais tu vois, tu sais qu'il leur dit, vous êtes nuls, allez au chômage, là. Redonnez-moi le ministère... Qui a été... Ouais, Macron, là, qui a des idées bizarres, des fois, il veut pas le dire. Bon, allez, tu files le ministère à Villepin et ça dégage, non? Imagine le renoncement. Oui, genre, je sais. regarde les gens autour de lui. Même, enfin, tu vois, genre, Macron, même s'il le voulait, je pense que déjà, il est convaincu. Mais je sais. Gros, la présidente de l'Assemblée, genre, c'est celle qui a dit soutien éternel et inconditionnel au droit d'Israël de faire tout ce qu'ils veulent à Gaza, quoi. Oui. Alors, c'est Je fini. sais, tu fais du mal, je sais. Le combat qu'il faut mener, et que ne mène pas suffisamment la France, c'est un combat pour défendre les principes. Ceux qu'il faut défendre en Ukraine, ceux qu'il faut défendre en Ukraine, et ceux qu'il faut défendre à Gaza et au Moyen-Orient, et en particulier le fait que le droit international doit être respecté dans un cas comme dans l'autre. Elisabeth Borne. Là, je pense qu'on rentre dans de la politique politicienne. Absolument. Parce que je pense Elle que a rien à dire. Dire que la France n'a pas affirmé très fortement dès le départ qu'Israël a le droit de se défendre dans le respect du droit international. Dire que la France n'a pas... Arrêtez-vous là. Est-ce qu'elle le fait dans le respect du droit international? Oui, mais... Non, mais arrêtez-vous là. Elle a lancé sa grenade contre le mur, elle a explosé sur elle. Elle s'est flash elle-même en R&D, les gens. Aïe, 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 le duel est déjà fini. Aïe, aïe, aïe. Dans le respect du droit international. Stop. Oh frère, c'est... Oui, mais non, mais oui, c'est tellement un robot de chat GPT IA surentraîné Terminator. Arrêtez-vous là. Est-ce qu'elle a fait... Ok, mais qui ne le dit pas aujourd'hui et quelle est votre solution magique qui fait que... Mais le bégaiement. Qui l'a fait? Qui c'est qui le est? Le solution. Qui a les solutions un peu magiques, politiques, politiciens. J'ai dit des mots au hasard, vous avez vu? Populiste. Le Hamas. Quelle est votre solution magique? C'est de ne pas accepter. Moi, je ne l'accepte pas. Vous voyez les massacres dans la bande de Gaza. Je ne les accepte pas. Et je me bats pour ça. Et les États-Unis ont mis un veto. J'aime bien moi, je ne l'accepte pas aussi. Et je me bats pour ça. Oh là là. Il est intraitable. Il les laisse pas souffler. Hein. Il est concentré, frère. Ils ont mis un veto à l'énième résolution sur Gaza. Eh bien, représentons une nouvelle résolution. On verra si M. Joe Biden, après le mandat... Elles sont rejetées, vous le savez, elles sont rejetées par Joe Biden et Trump, il n'est pas encore arrivé. Mais il s'est passé quelque chose d'autre depuis. C'est qu'il y a un mandat maintenant contre Benjamin Netanyahou, contre Yoav Gallant. Vous pensez que la CPI, est-ce que les États-Unis, est-ce que M. Biden, aujourd'hui, aura le courage, ou plutôt l'absence de courage, de s'opposer une nouvelle fois à la résolution? La réponse est oui.
Je ne reconnais pas la CPI. Joe Biden lui-même a dit que cette décision de la CPI était Il est en mode, je m'excuse, mais je crois qu'on ne sommes pas beaucoup de diplomates ici. La diplomatie, c'est de réessayer et de réessayer. Et voyez-vous, sur l'Ukraine, c'est exactement pareil. Alors justement, un mot sur l'Ukraine. Il a dit la diplomatie, c'est réessayer, réessayer, réessayer. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. On a Donald Trump qui arrive, avec des idées toutes faites, Je vais unilatéralisme, régler en 24 heures. protectionnisme. Le problème Il va de la tout guerre. régler en Ukraine. Là encore, nous avons 2 mois pour avancer sur des positions fortes qui puissent permettre de faire barrage. Travaillons avec les Ukrainiens, travaillons avec l'ensemble des Européens de façon unie. Avec Poutine ? Non, pour fixer une position qui servira en La quelque tête sorte de de Borne. ligne rouge à Donald Trump. Et en particulier pour le fait que l'Ukraine ne soit pas placée devant la situation d'avoir à accepter une capitulation. Zelensky veut continuer à se Dans la battre. mesure où il y a une pression. Il dit donnez-nous des armes, il dit pas on veut faire le cessez-le-feu. Bien sûr, mais Donald Trump arrive et modifie la donne. Et c'est pour ça que depuis plusieurs mois maintenant, Zelensky se prépare à une situation nouvelle qui pourrait être justement soit un cessez-le-feu, soit la menace d'une capitulation. Et ce que je pense, c'est qu'en aucun cas, il ne faut forcer l'Ukraine ni à brader son intégrité territoriale, ni à brader sa souveraineté. Et il faut l'aider alors. Il faut l'aider, bien sûr. En tout cas, tout le monde est d'accord que les Ukrainiens ont le droit de se battre et de pas se faire pas se faire envahir, mais par contre les Palestiniens. Après, c'est intéressant tout ce qu'il dit la Villepin. Il y a aujourd'hui 2 options sur la table, puisque la paix semble extraordinairement difficile à obtenir. Soit c'est un cessez-le-feu sur la base de la ligne de front, mais à travers laquelle l'Ukraine ne renoncerait à rien de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. On ne céderait pas aux demandes de Vladimir Poutine, donc ça c'est un élément majeur, et on préserverait la possibilité de l'avenir. En échange de quoi ? On accepterait donc les territoires pris par la force par Poutine. Non. Non, ça veut dire justement que c'est l'accord de paix qui obligerait à considérer que l'Ukraine a perdu 20%. Et c'est bien là où Donald Trump, s'il force la main de l'Ukraine pour un accord de paix, eh bien, reviendrait sur la souveraineté ukrainienne. Mais là, en gros, lui, il est en mode... C'est intéressant de fou. Et en fait, lui, il est en mode... Le problème, c'est que si on fait une paix définitive, ça voudra dire qu'on laisse ce que la Russie a gratté. Alors que là, il faut un cessez-le-feu pour essayer de trouver une nouvelle solution, une nouvelle situation pour que les Ukrainiens perdent pas 20% de leur territoire. Et donc là, le fameux Trump qui va tout résoudre, c'est Trump va va dire oui, j'ai fait la paix, alors qu'en Mais c'est la vérité, il paix va en livrer du laissant la territoire Russie gagner. à... Voilà, c'est ça. En disant à la Russie, prenez ce que vous avez déjà gratté et arrêtez de vous battre, quoi. Donc en fait, Trump, il offre un bout de l'Ukraine à la Russie pour la paix, quoi. Mais après, le problème, c'est que moi, je comprends ce qu'il dit. Mais une fois que tu as obtenu un cessez-le-feu, sans sacrifier un bout du territoire ukrainien, c'est qu'est-ce qui fait plier Poutine, tu vois? Parce que moi, je suis d'accord avec lui de dire qu'il faut rien céder à Poutine et qu'il n'y a pas à lui laisser un bout d'Ukraine pour qu'il arrête, c'est indécent, je suis full d'accord. Mais là où, tu sais, le truc de qu'est-ce qui fait céder Poutine, quoi? Qu'est-ce qui va l'arrêter, quoi? Genre, c'est... Azanavicius a trop un avis de merde sur la question. C'est une dinguerie que son avis film est excellent sur la question, ça dégoûte. Bon, après, c'est un meilleur réalisateur qui est... Voilà, c'est bon. Pire, on s'en branle, quoi, de son avis. Je veux dire, c'est pas le premier ni le dernier. Temps. Même frontière. Genre, donc en gros, le mode, c'est le cessez-le-feu. Un truc qu'on fait un peu durer sur le temps et au bout d'un moment, le cessez-le-feu devient en fait un retrait de la Russie qui se ridiculise pas parce qu'on est resté dans un truc un peu flou. Ouais. J'imagine, je sais pas. Dans les 2 mois qui nous séparent de l'arrivée de Donald Trump, si nous arrivons à une position unie entre Européens, et si cette position, nous sommes capables de la partager avec les Ukrainiens, dans l'intérêt de l'Ukraine, en accompagnant l'Ukraine, eh bien, nous sommes capables de former un front commun qui, vis-à-vis des États-Unis, compte tenu de l'envie de Donald Trump de faire une paix d'effort, son approche transactionnelle... Sans plan de paix. Sans plan de paix, une paix d'effort, forçant en quelque sorte la main de l'Ukraine, nous empêchons que Donald Trump puisse revendiquer une victoire éclatante et nous l'amenons donc à considérer avec plus de réalisme ce qui se passe sur le terrain. Mais vous pensez... En fait, j'aime bien son idée. C'est que Trump, il veut qu'une chose, c'est avoir la paix et dire, vous voyez, j'ai obtenu ce que les démocrates n'ont pas obtenu et consolider son image de avant lui. Président de la paix. Si tu fais le cessez-le-feu avant lui, il peut pas arriver vendre un bout de l'Ukraine à la Russie contre la paix et dire qu'il a fait la paix et que ça crée une autre
question et que ça lui met la pression pour pas faire ce move. Et là, si malgré tout, il refuse que l'Europe fait en mode si je suis ce que la Russie veut, bah, il passe pour un pro-russe qu'il est et ce qu'il foutrait quand même mal à l'aise et donc ça pourrait lui faire. C'est intéressant, c'est très intéressant. Gros la diplomatie. Et Villepin, ouais, mais c'est là que tu vois aussi que Villepin il réfléchit à un jeu d'échecs, frère, en 3D. Hein. Est-ce que vous voyez une force européenne aujourd'hui, française ou européenne, s'opposer à lui ou ça va être l'explosion de l'Europe? Mais c'est indispensable. Il y a un rapport de force à construire vis-à-vis de Donald Trump. Il faut le faire en matière économique, il faut le faire en matière technologique, il faut le faire en matière diplomatique. Nous devons défendre nos intérêts. Et si nous laissons Donald Trump dicter l'avenir de l'Europe, eh bien, nous serons totalement vassalisés. Et c'est effectivement la grande menace qui pèse sur les Européens aujourd'hui, mais bien sûr. Donc l'Amérique est pour vous, si j'entends bien, plus un danger, plus un ennemi que Poutine ? Non, c'est pour nous. Mais tu vois leur vision campiste. Mais c'est des campistes, gros. Et eux, ils sont en mode, je préfère être soumis aux États-Unis que essayer de trouver une solution où on serait pas. Enfin, tu vois, gros, c'est. Ouais, ils sont trop bêtes, c'est fou. C'est pas. En plus, ça va. Pour une fois, c'est pas compliqué. Tu sais, en plus, tu vois, tu sais d'où ils parlent. Oui, non, mais après, oui, je me dis, mais moi, je sais pas, je comprends le gaullisme, je vois le souverainisme. Et ce qui est dit, c'est que ce qu'a dit Hazanavicius, c'est ce qui fait que certains gauchistes veulent pas être pro-ukrainiens parce qu'ils ont l'impression de devenir pro-américains. Et c'est ça l'enfer. Alors qu'en réalité, on voit que même les États-Unis, au final, avec Trump, ça va pas être pro-américain que d'être pro-ukrainien parce qu'en fait, Trump va se servir de l'Ukraine comme vitrine de son soi-disant guerre de paix, etc. Quoi. Donc, genre, tu vois vraiment le côté de l'Ukraine. Après, il est imprévisible. Il faut voir ce qui va vraiment se faire avec Poutine. Mais dans tous les cas, oui. Je pense qu'il n'y a pas de doute que dans le contexte actuel, l'unité de l'Europe. Bien sûr. Et moi, je me réjouis de voir que Dominique de Villepin rejoint le discours d'Emmanuel Macron sur la souveraineté européenne. Oui, l'Europe doit s'affirmer, affirmer son unité, son autonomie stratégique, son autonomie énergétique. Merci beaucoup. Ah oui, faites applaudir. Il a fait applaudir elle qui a fait une récupération de la masterclass. Pour faire genre celle qui se fait applaudir. N'empêche, la masterclass de Villepin là, c'est quelque chose. Hein. Franchement. Il est bon. Franchement, c'est quelque chose. Hein. Ouais, il est chaud.